Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer des effets d'animation sur React. Donc notre objectif dans cette vidéo, ça va être de créer un composant Fade qui va permettre d'afficher ou de masquer un élément avec un effet d'opacité progressive. Donc le problème, c'est que faire des animations, c'est pas forcément très compliqué, mais dans le cadre de React, avec sa structure par composant, des choses qu'on sait faire habituellement assez facilement en JavaScript classique deviennent un petit peu compliquées avec React. Donc avant de commencer, on peut se poser la question de pourquoi essayer de faire ça nous-mêmes, étant donné qu'il existe des librairies qui permettent de gérer des animations. Donc il y a des librairies comme Framer Motion ou React Spring ou React Transition Group qui vous permettent comme ça de créer des effets de transition. Le problème de ces librairies, ils sont multiples. D'abord, le poids. Souvent, on a juste besoin de faire juste une petite animation par-ci par-là et c'est un petit peu dommage d'importer une librairie qui fait plusieurs centaines de kilos juste pour une animation à un seul endroit sur le site. L'autre problème, c'est que ces librairies ont souvent une manière de travailler qui est un petit peu compliquée et ça nous oblige à organiser notre code d'une certaine manière, alors que peut-être parfois on a une vision un petit peu plus simplifiée du problème. Au-delà de ça, l'intérêt de cette vidéo, ça va être d'essayer de comprendre comment fonctionne cet effet d'animation et comment on peut organiser notre code autour de ça. Alors pour cet exemple, j'ai ici commencé un nouveau projet, donc j'ai utilisé Vite, mais ça n'a vraiment aucune importance, et on a un composant qui s'appelle app.jsx qui permet de représenter cette application. Alors ce composant, je vais complètement le détruire, et on va simplement créer une div. Voilà, comme ça on aura un point de départ très simple. Donc peu importe le setup que vous avez, créez simplement une application React avec un composant qui contiendra une div qui pour l'instant est vide. À l'intérieur de cette div, je vais avoir du coup un petit bouton qui va me permettre d'afficher ou de masquer un élément. Donc je vais créer un button et on va mettre afficher / masquer l'élément. Ensuite, je vais avoir un autre composant qui sera un petit carré que je vais souhaiter afficher ou masquer en fonction justement d'un état particulier. Donc je vais créer cet état-là, on va l'appeler open et on aura du coup le setter setOpen. Et on fera un useState et on lui donnera comme valeur initiale true. Donc notre élément sera visible initialement. On créera ensuite une fonction qui va s'appeler toggle qui va permettre de changer la valeur et on lui dira que cette fonction-là, elle fera un setOpen et on lui dira d'inverser la valeur, tout simplement. Ensuite, je crée au niveau de ce button en onClick et quand on va cliquer, je vais utiliser toggle. Ce composant square n'existe pas, donc je vais aller le créer. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler square.jsx. L'objectif de ce composant-là, c'est de simuler le cas d'une application, on aurait tout un tas de composants enfants. Mais nous ici, il va être très simple, ça va être juste une fonction qui va s'appeler square et qui retournera une div qui aura comme classe square. Je vais utiliser un petit peu de CSS pour styliser cette div, mais juste avant, je vais importer React depuis React. Au niveau de mon CSS, je vais préciser que notre élément qui a la classe square va avoir une largeur de 100, une hauteur de 100 et ensuite un background color et on mettra du gris un petit peu clair, donc light gray. Et enfin, je vais au niveau de mon app.jsx importer du coup le composant square. Et là, au niveau de ma page, je vois bien les choses. Donc mon objectif, c'est quand je vais cliquer sur ce bouton-là, j'aimerais bien que le carré se masque avec un effet d'opacité progressif. Donc on va créer un nouveau composant qui va nous permettre justement de gérer cette animation beaucoup plus simplement et que l'on va pouvoir réutiliser. Et ce composant, on va l'appeler Fade. Fade va prendre une propriété qui sera visible et on lui dira cette propriété aura la valeur true si l'élément doit être visible et false sinon. Donc quand la valeur passe à false, il faudra que tu fasses un effet d'opacité et quand la valeur sera à true, il faudra que tu fasses apparaître l'élément. Donc encore une fois, on va créer ce composant-là, donc fade.jsx. Alors je vais un petit peu vite sur les explications ici, parce que là, vraiment, pour l'instant, on ne fait rien en lien avec les animations. C'est juste après que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ce composant, il va prendre une propriété visible, et justement, il va aussi prendre les enfants. Et ensuite, on va lui demander de retourner, pour l'instant, une div, et à l'intérieur de cette div, on aura les enfants. Voilà. Et au niveau de mon app.jsx, je peux maintenant importer ce composant-là. Donc là, il râle parce qu'il n'arrive pas à trouver React. Effectivement, j'ai oublié d'importer React depuis React. Donc la première solution pour créer une animation, elle est très simple, c'est de se baser sur l'utilisation des classes. Donc au niveau de mon CSS, je vais créer deux sélecteurs. Un premier pour Fade.
Donc là, ça sera une classe qui permettra de mettre en place l'animation. Et on lui dira, on veut une transition sur l'opacité qui dure 300 millisecondes. Ensuite, on en rajoutera une classe supplémentaire qui est out et qui permettra de spécifier qu'on veut une opacité de 0. L'idée, c'est de mettre à notre div ici la classe fade et d'activer ou de désactiver la classe out si on veut une animation. Donc au niveau de mon élément fade ici, je vais créer une constante que je vais, alors plutôt une variable parce qu'on va la modifier, qui va s'appeler class name. Et je vais lui donner comme valeur initiale fade. Maintenant, je vais lui dire si l'élément n'est pas visible, dans ce cas-là, je veux qu'au niveau du nom de la classe, je veux que tu rajoutes après la classe out. Et tu mettras un petit espace. Maintenant que j'ai cette classe-là, je peux lui dire au niveau du class name, alors attention, là c'est un plus et pas un point, on n'est pas en PHP, je lui demande au niveau du class name de rajouter la classe que j'ai générée. Donc je vais sauvegarder, je clique sur afficher masqué et on voit bien qu'on a notre effet d'apparition et de disparition. Alors le problème de cette approche-là, c'est qu'elle fonctionne, mais notre élément reste présent dans le DOM. Si je viens au niveau de mon app.jsx et que je mets ici un petit peu de texte, on va mettre Hello World, on va voir que notre texte est décalé parce que notre élément est toujours visible. L'autre problème que l'on va avoir, c'est que vu que notre élément est toujours présent, à chaque fois qu'on va avoir un re-render ici, il va re-rendre le carré, alors que le carré est peut-être masqué. Donc c'est un petit peu bête, à mon sens, de rendre un composant qui est masqué. Donc il nous faudrait une manière de supprimer l'enfant si le composant est masqué. Donc au niveau de notre fade.jsx, on va créer un état qui va permettre de savoir si, oui ou non, on doit afficher l'enfant. Donc cet état, on va l'appeler showChildren. Donc on va faire une constante, on va faire showChildren, et on aura donc le setter, setShowChildren. Par défaut, on lui dira que la valeur, ça sera la valeur de la propriété visible. Maintenant, on va observer quand est-ce que la propriété visible change. Donc on va faire un useEffect, et au niveau des dépendances de ce useEffect, on va utiliser la propriété visible. Donc quand l'élément devient visible, on veut tout de suite qu'il apparaisse dans le DOM. Donc là, on va lui dire, si notre élément est visible, dans ce cas-là, je fais directement un setShowChildren et je mets la valeur à true. Par contre, dans le cas où on a l'élément qui va devenir masqué, donc lorsqu'on reçoit visible à false, on ne veut pas tout de suite le supprimer. Parce que si je fais ça, si je fais un setShowChildren et que je mets ça à false, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais masquer l'élément, cette valeur va être à false. Et du coup, si je l'utilise pour conditionner l'affichage de l'enfant, en disant si on a showChildren, hop, je veux que tu affiches les enfants, sinon tu n'affiches rien, le problème c'est que l'élément va disparaître instantanément. Donc là, il faudrait lui dire attends la fin de l'animation. Alors soit on peut écouter sur le DOM l'événement animation end ou transition end suivant comment on a fait l'animation, soit on connaît la durée à l'avance et il nous suffit d'utiliser un timer. Donc moi je vais utiliser cette approche pour l'instant. Donc on va faire ici un set timeout et on va lui dire d'attendre 300 millisecondes. Et lorsque les 300 millisecondes se sont écoulées, on va lancer un setShowChildren à false. Ce timer, je vais avoir besoin de le nettoyer parce que si jamais notre composant est démonté en amont avant la fin de l'animation, ça va poser des problèmes. Donc je vais créer une constante timer et je vais retourner au niveau de mon useEffect la fonction de nettoyage. Et cette fonction-là, elle fera simplement un clear timeout et on supprime le timeout que l'on a créé. Si je sauvegarde maintenant, je réactualise ma page, je clique sur afficher masqué, on voit que notre élément disparaît avec un effet d'animation et à la fin de l'animation, notre enfant ne devient plus visible. Si je reclique dessus, on a notre effet de disparition et d'apparition. Donc c'est une approche qui est très propre, qui finalement est très très simple et qui vous permet de faire un effet d'animation. En fait, vous allez créer une variable qui permet de connaître la visibilité réelle de l'enfant et c'est ça qui va vous permettre de faire les choses correctement. Alors le problème de cette approche, c'est que finalement on a quand même une div fantôme qui va rester là. C'est-à-dire que quand je masque l'élément, si je regarde au niveau de mon DOM, j'ai cette div qui va avoir la classe fade et out qui va rester là, alors que finalement on n'en a pas vraiment besoin. Elle peut poser des problèmes si jamais vous avez un display grid avec un grid gap, parce que vous allez vous retrouver quand même avec des divs qui vont être là et qui vont générer un espace pour rien. Donc ça peut convenir, vous pouvez tout à fait vous arrêter là, mais on va avoir besoin d'aller un petit peu plus loin.
Donc on va avoir besoin de faire en sorte que même cet élément soit supprimé lors de la fin de l'animation. Alors là, ça va devenir aussi un petit peu plus compliqué parce que quand on va injecter l'élément dans le DOM, on va vouloir déclencher une animation. Donc c'est toujours compliqué parce qu'il faut d'abord mettre la classe fade et out, puis retirer out directement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici le principe du state machine. Alors simplifié, rassurez-vous. On va créer des constantes qui vont permettre de savoir l'état de notre composant. Donc d'abord, on va avoir visible. Ça veut dire que notre composant enfant est visible, l'animation s'est déroulée et on le voit. Et on va lui donner une valeur qui est un entier. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, on a l'état hidden, c'est-à-dire que on a masqué notre composant, il est invisible, donc on ne le voit plus. Ensuite, on a l'état entering. Donc ça, c'est l'état où l'élément rentre dans notre DOM et on est en train de l'animer. Donc on veut un effet d'animation. Donc ça sera l'état 3, et on aura la même chose, mais leaving, c'est-à-dire que l'élément est en train de quitter notre DOM, et on a un effet de transition vers une opacité à 0. Donc dans notre situation, notre composant peut se retrouver dans 4 états différents. Donc c'est plus simple de réfléchir à notre système avec ce système d'états. Maintenant, je vais supprimer le code à l'intérieur de mon composant, voilà, et on va remettre le children sans condition, et on va recréer peut-être la class name à ce niveau-là. Donc on va créer un class name qui pour l'instant aura juste fade. Voilà. Il va donc falloir, au niveau de ce composant-là, connaître dans quel état il est. Donc suivant la propriété visible, il peut se trouver dans 2 états. Soit il est hidden, à l'état initial, soit il est visible. Donc je vais créer ici une constante, on va l'appeler state, parce que finalement ça représente l'état de notre composant, et on va avoir le setter pour changer ça. On fera un useState, et on lui donnera comme valeur initiale, ça va dépendre de visible, donc si l'élément est visible, on utilisera la constante visible, et si l'élément est masqué, on utilisera la constante hidden. L'avantage, c'est que maintenant qu'on a ces constantes-là, on peut baser notre classe sur la valeur de ces constantes. Quand l'élément est visible, il aura juste la classe fade, mais quand l'élément est masqué, ou lorsqu'il est en train de commencer une animation, ou lorsqu'il est en train de quitter, il aura justement la valeur fade et out. Donc on peut lui dire que la classe name, c'est si le état est égal à visible, dans ce cas-là c'est fade, dans le cas contraire c'est fade et out. Comme tout à l'heure, il va falloir observer la propriété visible et en fonction de sa valeur, on va devoir changer l'état de notre composant. Donc à ce niveau-là, je vais refaire mon useEffect. Je vais lui dire d'observer la propriété donc visible et on va lui dire si l'élément n'est pas visible, il faut que tu fasses un setState et que tu commences à quitter. Donc on va lui dire de passer à l'état leaving. On commence une animation de masquage. Si l'élément devient visible, on va lui dire de faire un setState et d'aller vers l'état entering. Si je réactualise ma page, je vois que mon élément disparaît. Alors pourquoi il disparaît? Parce que lorsqu'il reçoit la première fois la propriété visible, il va dire ok, je suis dans l'état visible. Mais lui va dire ah, moi j'ai la propriété visible qui est à true, donc je dois déclencher l'animation d'entrée. Alors que là, c'est pas vraiment ce qui se passe. Si l'élément est déjà visible, il ne faut pas que tu passes dans l'état entering. Il faut que tu restes dans l'état visible. Donc on va lui dire qu'il ne doit passer dans l'état entering que s'il venait de l'état hidden. Donc à ce niveau-là, au niveau du setState, on va lui passer plutôt une fonction qui prendra en paramètre l'état, et on lui dira si S était égal à hidden, donc si notre état c'était masqué, dans ce cas-là, je veux que tu mettes l'état à entering. Dans le cas contraire, je veux que tu passes directement à visible. De la même manière, si l'élément était en train de quitter, on va directement lui demander de revenir à visible. Donc je resauvegarde, et là, lorsque je réactualise la page, mon élément est bien visible. Lorsque je clique sur masquer l'élément, on a ce visible qui va passer à l'état de leaving, et notre élément disparaît. Maintenant, il faudrait dire, lorsque on est dans cet état de leaving, au bout d'une certaine durée, il va falloir masquer l'élément. Alors on pourrait rajouter la logique à ce niveau-là, mais je pense que c'est plus simple d'observer l'état de notre composant et de réagir en fonction justement de cet état-là. Donc on va plutôt faire un nouvel useEffect, et à l'intérieur, on va utiliser l'état de notre composant. Si notre état est leaving, dans ce cas-là, on va lancer notre petit timer. Donc on fera un set timeout, et on lui dira au bout de 300 millisecondes,
ou à la limite on va mettre 1000, comme ça sera un petit peu plus lent. Je veux que tu lances une fonction, et cette fonction, ce qu'elle fera, c'est qu'elle changera l'état de notre composant pour le passer à l'état hidden. Là, notre animation a complètement fini et on veut masquer l'élément. Ce qui peut être intéressant, c'est de passer cette durée-là en propriété. Donc dans votre app.jsx, on pourrait s'imaginer pouvoir changer la durée de l'animation. Donc moi, je vais faire ça. Au niveau de mon fade, ici, je vais rajouter un duration et on va lui donner une valeur par défaut de 1000. Pour correspondre au niveau de mon CSS, je vais préciser que la durée de l'animation sera de 1 seconde. Je mets volontairement quelque chose de plus lent pour que, lorsqu'on va faire des essais, ça soit plus simple de repérer les choses. Donc je réactualise, je clique ici sur afficher, masquer l'élément se masque et l'état de mon composant va bien devenir living. Si j'utilise l'inspecteur de composants de React, hop, je regarde mon fade, je vois bien que l'état est à 2. L'état 2, c'est hidden. C'est pour ça que là, ça peut être intéressant de mettre des variables si vous voulez mieux vous y repérer. Moi, j'aime bien utiliser des nombres parce que ce sont des choses qui sont plus faciles à stocker en mémoire. Donc là, à ce niveau-là, je vais lui dire, mais si jamais, effectivement, on est en hidden, il faut que tu supprimes tout. Donc là, on peut mettre un if state est égal à hidden. Dans ce cas-là, je veux que tu return nul. Je ne veux plus d'éléments. Si je réactualise ma page, je clique sur masquer, on voit que l'élément va fade, puis ensuite il va complètement être supprimé, à la fois du virtual DOM et du DOM, et du coup notre Hello World vient se coller au bouton. Alors si je reclique sur afficher et masquer, on voit que notre élément arrive, mais il reste complètement opaque. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive, on lui donne la valeur entering. Mais il faut ensuite déclencher l'animation. Donc là, on va rajouter une condition ici dans notre useEffect. On va lui dire sinon, si l'état est entering, on veut que tu changes l'état en faisant un set state et je veux que tu passes à visible. Voilà. Et dans ce cas-là, le fait de passer à visible fera qu'il retirera la classe out et du coup, on devrait avoir notre effet d'opacité. Donc je vais réactualiser, je recharge ma page, je masque, je réaffiche, et là on voit que ça apparaît directement. Alors le problème c'est que ces calls à cette state peuvent être faits dans la même boucle, ce qui fait que finalement le navigateur ne va pas forcément avoir le temps de faire un rendu, et du coup on ne va pas avoir l'effet d'animation que l'on souhaiterait. Ce qu'il faut faire à ce niveau-là, alors c'est pas forcément une super chose, mais on n'a pas vraiment le choix, on va demander au navigateur de peindre les changements. Donc on fait pour cela un document.body.offset8. En demandant l'accès à une propriété, on force le navigateur à faire le rendu, et du coup ça veut dire qu'il va bien imposer les choses. Si je réactualise ma page encore une fois, je clique sur masquer, on voit bien que notre élément disparaît, et lorsque je reclique ici, on a bien cet effet d'apparition. Et là, on a bien quelque chose qui fonctionne correctement. Le petit problème, c'est que si vous faites des petits essais en cliquant et en fermant, vous allez voir que vous allez avoir des comportements qui sont un petit peu étranges. Donc faites bien attention, là on a fait un set timeout. Donc comme tout à l'heure, quand on crée un timeout, il faut penser à le nettoyer. Donc ici on va sauvegarder la variable et on lui dira en retour, je veux une fonction qui nettoie ce timer-là, donc clear timeout. Comme ça, on ne va pas lancer le set state hidden si jamais on a un autre changement d'état. Et là, je lui demande de clear le timer. Donc, je réactualise encore une fois, j'essaie de masquer et de réafficher, et on voit bien que l'élément reste affiché. Donc, on peut annuler une animation en cours. Et ça, c'est super intéressant, et c'est grâce justement au CSS qui fonctionne convenablement. Alors maintenant, un petit détail un petit peu plus gênant, qu'on ne remarquera pas forcément comme ceci, mais si jamais notre square ici, il prend une propriété texte, et on mettra le texte à l'intérieur de notre div. Plutôt que de faire un booléen pour savoir si oui ou non on est ouvert, on va plutôt créer du texte. Donc à ce niveau-là, on va mettre un hello world par défaut, et on va lui dire que si O est égal à du vide, on veut que l'état, ça devienne hello world. Sinon, on lui demandera de mettre une chaîne de caractères vide. Je passe maintenant cette chaîne de texte à notre carré, comme ceci. Bon, pour le coup, open est du coup plus forcément un bon terme, et là, je lui demande de convertir ça sous forme de booléen, donc on va mettre 2 points d'exclamation. Voilà.
Donc si je réactualise, que je clique sur afficher masqué, on voit bien que notre élément disparaît et quand je reclique, il apparaît. Par contre, vous remarquez peut-être un petit détail, c'est que le texte à l'intérieur disparaît. Pourquoi il disparaît? Parce que finalement, quand vous faites un changement, le texte va être vide. Donc le visible va passer à false et il va déclencher l'animation. Le problème, c'est que vu que le texte il est vide, il va être envoyé à cet élément enfant, et cet élément enfant va refléter le changement, c'est-à-dire retirer le texte. Et on va se retrouver avec un effet d'animation qui n'est pas forcément terrible. Donc typiquement, on peut s'imaginer qu'on aurait un objet qui représenterait les datas que l'on passerait à un composant enfant, et parfois on supprime cet objet-là et on veut cet effet d'opacité, mais on ne veut pas que le composant enfant se mette à faire le rendu avec ce nouvel objet. Donc une solution pour remédier à ce problème-là, c'est de sauvegarder le composant enfant au moment où on a demandé de le masquer. La solution la plus simple pour ça, c'est de créer une ref. Donc on va créer une constante qu'on va appeler childRef. Et on va lui dire que par défaut, ça aura comme valeur children. Tant qu'on demande à l'élément d'être visible, on va mettre à jour cette référence. Donc à ce niveau-là, on va mettre une petite condition, on lui dira if visible, donc ça c'est la propriété que l'on reçoit, je veux que tu mettes à jour la référence. Et tu la mettras à jour en fonction des children. Donc ça va permettre de créer une variable qui va être mémorisée dans le composant et qui aura comme valeur notre enfant. Plutôt que d'envoyer directement cette valeur children ici, je vais pouvoir utiliser ma référence et je vais prendre la propriété courante. L'avantage, c'est que lorsque je demande à l'élément de ne plus être visible, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas mettre à jour justement cette référence-là, et il aura toujours l'ancienne version en mémoire. Ce qui permet de rendre le composant tel qu'il était au moment où on a demandé le masquage. Alors là, j'ai une petite erreur au niveau de ma console, il me dit « useRef is not defined », donc j'ai dû oublier de l'importer, effectivement. Donc je l'importe, voilà. Je réactualise ma page, je clique sur afficher et masquer, et on voit bien qu'on a le masquage avec le texte qui ne change pas, et on a bien notre comportement. Alors si vous voulez vérifier d'autres choses, là il y a une petite erreur en console, il me dit est-ce que je voulais parler de class name? Oui, effectivement. Si on se dit qu'au niveau de ce composant on incrémente, donc je vais directement copier du code, c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc on a quelque chose qui va s'incrémenter en permanence. Je vais mettre un petit BR et je vais mettre count de point la valeur. Donc je réactualise. En n'oubliant pas cette fois-ci d'importer le useEffect, sinon ça ne va pas fonctionner. Et le useState aussi. Voilà. Donc on voit bien notre compteur qui s'incrémente. Je masque et je réaffiche. Et notre système continue à rester à l'état qu'il avait. Donc si jamais on avait des animations ou des choses à l'intérieur de cet élément-là, ça continuerait à fonctionner sans aucun souci. Par contre, si on masque complètement l'élément, là il est démonté, et lorsqu'on va le remonter, le compteur va revenir à 0, parce que là c'est un nouvel élément, un nouveau nœud qui va être injecté. Donc voilà comment on peut créer cet effet-là. Donc vous voyez, au final, c'est pas quelque chose de forcément très complexe. Alors effectivement, il faut bien poser les choses. Je l'ai fait pendant un live et ceux qui étaient là ont pu attester. Il faut bien poser la logique et le faire dans le bon sens, sinon ça devient rapidement compliqué. Mais une fois qu'on en a appréhendé les choses, c'est relativement simple. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer cette partie-là qui va définir l'état de votre composant. Vous pouvez créer un hook qui renvoie justement un état compris entre 1 et 4. L'avantage, c'est qu'ensuite, vous pouvez utiliser ce hook pour créer différents types d'animations. Alors d'ailleurs, ici, on a fait une animation en se basant sur le CSS, mais il serait tout à fait envisageable de faire une animation basée sur du JavaScript. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retirer le class name ici, et on va créer un objet qui va permettre de représenter le style. Donc cet objet, on va lui dire que par défaut, il aura une transition duration, et on lui dira que ça sera la durée qui a été passée. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser cette fois-ci ce qui est passé en paramètre. Donc ça sera duration, et ça sera en millisecondes. Ensuite, on lui précisera les transition properties, c'est-à-dire les propriétés à animer, et pour l'instant, on anime simplement l'opacité. En fonction de l'état de notre composant, il va falloir rajouter aussi une opacité à 0, parce qu'on veut faire masquer l'élément. Donc là, on mettra une petite condition, on lui dira si l'état est différent de visible, donc on est dans un entering, leaving ou hidden, même si hidden de toute façon aura déclenché ça, on va lui demander au niveau du style de venir rajouter la propriété opacité et de mettre sa valeur à 0.
Une fois qu'on a cet objet style, on peut l'injecter au niveau de notre div, comme ceci. Si je sauvegarde, donc je ne vais pas forcément avoir de changement visible, je vais réactualiser la page, et lorsque je fais afficher ou masquer l'élément, j'ai mon effet d'opacité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement rajouter des animations ici. Je change le transition property, je précise, je veux des transitions aussi sur le transform, et on peut s'imaginer faire un style.transform, et on peut s'imaginer rajouter un translate, on va mettre translate x, et on mettra ici un translate x de 10 pixels. Voilà, et là on aura en plus un petit effet de slide lorsque l'élément va apparaître et disparaître. L'avantage, c'est que vous pouvez piloter dynamiquement la durée au niveau de votre parent, donc si on veut quelque chose de plus rapide. Moi je vous conseille de mettre 300 millisecondes par défaut, ça donne quand même une bonne valeur. Mais je mets 300 millisecondes et là j'aurai un effet d'apparition et de masquage beaucoup plus rapide. Voilà, d'ailleurs on va mettre ça par défaut, c'était beaucoup mieux. Ici. Alors dernier point que l'on peut vouloir rajouter, donc ça d'ailleurs on n'en a plus besoin, c'est l'apparition initiale. Donc lorsque je charge mon composant, on voit bien qu'ici, il est affiché par défaut. Mais on pourrait se dire, je veux que lors de la première apparition, il apparaisse avec un effet comme lorsqu'on toggle les choses. Alors au niveau de mon app.jsx, je vais dupliquer ce code-là, et on va créer un nouveau carré, et là on va s'imaginer qu'on va avoir animate enter. Donc on veut animer l'entrée de notre composant. Au niveau de mon fade.jsx, je ne vais pas avoir beaucoup de changements à faire. En fait, lorsque l'élément devient visible, je vais lui dire il ne faut pas que tu le mettes dans l'état visible tout de suite. Si on a la propriété animate enter, qui est vraie, donc d'ailleurs on va mettre qu'elle est false par défaut, donc on va lui dire si animate enter, je veux que tu mettes plutôt entering. Dans le cas contraire, je veux que tu mettes visible. Et là, on mettra ça entre parenthèses. Bon, personnellement, je ne suis pas fan du double ternaire. Là, je vais me dire que ça va parce qu'il n'y en a pas trop, mais c'est un petit peu compliqué à la lecture. Donc à vous de voir, peut-être mettre des conditions serait plus intéressant en amont. Pensez que le useState, lui, ne peut pas être dans une condition. Sinon, on a des hooks qui peuvent changer d'ordre et c'est pas forcément tip-top. Donc je sauvegarde, il remet un petit peu en forme mon code, et si je réactualise ma page, je vois que le premier élément, lui, dès qu'il est chargé dans le DOM, ou dans le virtual DOM, il est chargé avec un effet d'animation. Donc on a une animation à l'entrée. Et après, les deux se comportent convenablement. Et là, on a un composant qui est plutôt solide. Alors si on veut pousser encore un tout petit peu plus loin, pour vous donner un exemple, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un from ici, et je lui avais dit que par défaut, par exemple, on peut avoir un objet qui préciserait ce que l'on veut. Et cet objet, il prendra un paramètre, par exemple l'opacité, et on lui dirait par défaut, je veux une opacité à 0. Et en fait, ça nous permettrait de spécifier vers où doit aller l'animation. L'avantage, c'est qu'à ce niveau-là, je peux ensuite utiliser ces valeurs-là. Donc je vais lui dire que l'opacité, ça sera la valeur de l'opacité, mais je vais lui dire seulement si opacité est définie. Donc là, ça serait from.opacity, et seulement si from.opacity. Je pourrais aussi améliorer ici le transition property en lui demandant de ne faire une transition sur l'opacité que si la propriété from.opacity existe. À vous de voir. Je pourrais aussi faire la même chose à ce niveau-là en lui disant là je veux faire un translate directement ou un translate 3D et je vais lui donner des valeurs. Donc on va lui dire de faire ici d'ailleurs, il faut utiliser des backticks pour pouvoir avoir l'interpolation. Mais je peux lui dire d'avoir un from.x ou la valeur 0 en pixels. Là, je vais lui demander d'avoir un from.y ou la valeur 0 en pixels. Et enfin, pour la partie z, on aura un from.z ou la valeur 0 en pixels. L'avantage, c'est qu'au niveau de mon app.jsx, je peux piloter l'animation en lui disant, là, j'aimerais bien avoir un from, je vais avoir une opacité à 0. Alors attention, il faut mettre 2 accolades, et j'aurai une position en x à 10 par exemple, et une position en y en 10. Voilà. Et si je réactualise la page, je fais afficher et masquer, et on voit que notre élément apparaît de cette manière-là. Alors il y a peut-être un petit problème sur l'opacité qui n'a pas l'air de fonctionner. Donc à première vue, on devrait être bon.
Donc on n'a pas forcément d'erreur en console, ce qui nous aide pas. Donc on va inspecter l'élément et on va mettre une durée qui va être beaucoup plus grande pour pouvoir le voir beaucoup plus simplement. Donc on va mettre une duration de 5000, encore que, allez 10 000, 1, 2, 3. Alors d'ailleurs, si vous êtes sur une version plus récente du JS, et si c'est supporté par les navigateurs, vous pouvez maintenant mettre ce petit séparateur pour les chiffres. Ça permet de mieux les identifier, et ça fera toujours 10 000. Par exemple, si je fais 10 millions, hop là, voilà, ça donne la même chose. Ces barres sont ignorées, mais ça permet visuellement de mieux comprendre un petit peu les chiffres. Bon, je recharge ma page, je clique sur afficher et masquer, et l'élément disparaît un petit peu trop vite. Alors il disparaît un petit peu trop vite parce qu'à mon avis, j'ai oublié dans la partie timeout de passer la duration. Donc je réactualise, hop, je fais afficher et masquer. Donc je vois bien mon translate 3D, par contre je n'ai pas de trace de mon opacité. Effectivement, en y réfléchissant, cette condition elle est un petit peu bête. Donc là on va mettre si c'est différent de undefined plutôt, parce que sinon dès qu'il voit la valeur 0, il se dit bah, c'est incorrect et du coup bah, il ne définit pas l'opacité. Donc je réactualise encore une fois, je clique, et on a bien notre effet, comme ça, de disparition. Bon, il est juste extrêmement lent, parce que j'avais mis 10 secondes, mais si je retire ça, on a bien quelque chose qui peut être pilotable, et on peut facilement, via une propriété from, changer la direction de notre animation. Et vous le voyez, vous avez quelque chose qui est finalement assez simple à utiliser, et qui n'est pas forcément si compliqué à comprendre. Donc comme quoi, on n'a pas forcément besoin de librairies d'animation complexes pour faire des effets qui sont relativement simples. Là, en 50-60 lignes de code, on a réussi à faire notre effet. Alors après, il y a plusieurs autres possibilités pour améliorer les choses. On pourrait s'imaginer que plutôt que de passer le style directement dans une div un petit peu fantôme, on pourrait directement la passer à l'enfant. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on partira du principe que l'enfant puisse recevoir une propriété style, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc l'avantage, c'est que d'avoir une div qui est consacrée justement à l'animation, ça évitera de poser des problèmes. Après, ça peut aussi en poser si vous avez des display flex ou ce genre de choses, mais là, il faudra aviser suivant la situation. L'autre chose, si vous voulez pousser les choses un petit peu plus loin, c'est la possibilité de faire un système d'animation basé sur la présence d'un élément. Alors là, je vais vous montrer l'exemple sur Framer Motion, mais eux, ils ont un composant qui s'appelle Animate Presence. Ce composant, il fonctionne de la manière suivante. On met Animate Presence, et ensuite, on peut utiliser différents enfants. Et automatiquement, il va animer les enfants dès qu'ils rentrent ou qu'ils sortent de notre élément. Donc il serait tout à fait possible de créer cette animation-là. Donc n'hésitez pas peut-être à me dire en commentaire si ça vous intéresse. On pourrait peut-être se pencher dessus, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et on pourrait utiliser notre système. L'idée, en fait, est pas forcément très compliquée. À chaque fois qu'il y a un re-rendu, on va trouver tous les enfants. Et on va trouver tous les enfants avec leurs clés associées. Ensuite, lorsqu'il y a un nouveau rendu, on va trouver tous les enfants qui ont disparu, c'est-à-dire tous ceux qui ne se retrouvent pas dans le tableau des nouvelles clés. Et ces enfants, on va les masquer. Les enfants qui arrivent en nouveau, on va les afficher. Et les enfants qui n'ont pas bougé, ben, on ne les bouge pas. Si d'ailleurs vous allez sur le code source de Framer, donc on va sur GitHub, alors c'est un petit peu plus poussé, mais c'est pour vous montrer que c'est pas bien compliqué. L'approche que l'on a, c'est vraiment la même approche que eux ils ont. On voit qu'ils ont ici le Animate Presence qui va venir justement détecter les enfants qui disparaissent et ceux qui ne sont plus affichés. Et pour les enfants qui disparaissent ou qui apparaissent, ils vont utiliser un Presence Child qui va permettre justement de déclencher ou non une animation. Donc nous, la seule chose que l'on aurait à faire, c'est remplacer ce Presence Child par notre Fade. Donc on prendrait tous les enfants, on trouverait les enfants à masquer, on les entourerait tous d'un fade et on changerait la valeur de open en fonction de la situation. Donc si vous voulez pousser un petit peu les choses plus loin, ben ça peut être une idée, une piste à appréhender. Ça serait d'avoir un composant fade qui serait capable de gérer automatiquement la visibilité des enfants. Donc par exemple, moi je l'appellerais fade présence. Voilà. Et vous mettriez un enfant ici, hop, à ce niveau-là. Et l'avantage, c'est que vous pourriez avoir une condition pour l'affichage ou non d'un élément, et automatiquement, c'est le fade présence qui serait capable de détecter si l'élément apparaît ou disparaît et qui injecterait l'animation. Mais en tout cas, pour un cas très simple, cette API-là est largement suffisante, et vous le voyez, on peut créer des animations dynamiques très simplement, sans beaucoup de code. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de voir un petit peu comment la création d'animation est complètement différente dans le cadre de React, parce que vu qu'on travaille avec des composants et des états, il faut
fonctionner autour de ce système d'état. Et le truc qu'il faudra vraiment retenir, c'est que quand vous avez comme ça du code qui est peut-être un petit peu compliqué à écrire, représenter nos différents états sous forme de constantes et ensuite réfléchir comme des transitions entre ces états-là, ben, ça permet de beaucoup simplifier le code. Vous voyez que là, même en le relisant, ben, ça peut être... On peut comprendre les choses beaucoup plus simplement parce qu'on se dit, bon, ben, il y a juste à réfléchir, à faire transitionner notre élément entre les différents états et les classes, finalement, on va les ajouter en fonction de l'état souhaité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!